nous allons aborder un sujet qui est très important pour Épinal, c'est la question de la filière bois. Et la session 2, qui sera animée par Alphonse Coulot, à qui je vais céder la parole, s'intitule « Structurer la filière bois à l'heure de la décarbonation de la construction ». Je pense que c'est un sujet que vous avez déjà évoqué largement à Épinal. Nous allons essayer de l'approfondir. Donc maintenant, je passe la parole à Alphonse Coulot. Merci Arabelle, si ça fonctionne. Bon, merci pour votre présence. Donc, cette deuxième partie de journée se consacre donc à la construction en bois et à la structuration de la filière bois. En fait, c'est des thèmes que vous connaissez bien dans la ville d'Épinal et on va essayer en 1 heure, un peu moins pour vous laisser le temps de réagir, d'avoir une approche chronologique et de partir de la forêt, de la gestion de la forêt française, européenne, mais aussi surtout la forêt des Vosges, sa valeur et quel est son état aujourd'hui. Puis ensuite, la gestion des produits de bois que la forêt produit et ce qu'on en fait, comment on les produit, comment on s'industrialise et ce qu'ils peuvent devenir, pour ensuite parler à la fin de la construction, de ce qu'elle peut donner, quelle est sa situation et surtout peut-être terminer ces échanges sur la suite à donner les 10, 15 prochaines années et essayer d'avoir un peu de prospective, de réflexion sur ce qui nous attend ensemble. Donc en fait, de la forêt à l'immeuble, comment on peut parler de structure de filière bois, de construction bois et puis de protection de forêt aussi. Évidemment, c'est un thème qui va nous être cher. Donc j'ai le plaisir d'accueillir donc Inde Brillelhausi. Vous êtes spécialiste de la chaîne logistique forêt-bois. Vous allez nous parler plutôt de structure, de filière, d'industrialisation. Et vous êtes, monsieur le maire en parlait, donc professeur à l'ENSTIB aussi. Donc c'est chouette que vous puissiez aussi représenter un peu le territoire. Mathieu Reuillet, donc directeur de l'association des hommes et des arbres, Les Racines de Demain. Vous nous parlerez aussi du réseau d'acteurs que vous entretenez, de l'association, et puis de votre regard sur la forêt des Vosges et son territoire. Et Thibaut Terrien, qui vient d'arriver en courant entre un train et une voiture. Donc vous êtes acheteur principal bois, produits biosourcés chez Vinci Construction, et vous êtes aussi chargé des relations avec la filière. Donc vous avez une casquette de constructeur, d'acheteur, mais aussi de relations avec les acteurs et l'écosystème. Donc ce qui permettra de boucler la boucle de toute cette filière et l'écosystème qui gravite. Et je voudrais commencer avec vous, Thibaut, si vous avez eu le temps de souffler, de parler des 3 piliers de la filière bois aujourd'hui, la gestion de la forêt, de la ressource, la production et la construction, qui sont peut-être 3 piliers qui ne sont pas encore forcément mis en cohérence. Céline le disait, ça a été un de nos réalisations lorsqu'on est allé en Finlande le voir et qu'on a rencontré les acteurs. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo donc, sur ces 3 piliers de la filière et peut-être aussi rapidement nous parler d'une ou deux régulations, d'une ou deux stratégies politiques qui viennent cadrer la filière pour ensuite après continuer ce bilan avec les 2 autres intervenants. Bonjour à tous. La filière bois, historiquement, c'est vrai, était très morcelée, très éclatée. Les propriétaires forestiers ne parlaient souvent pas beaucoup aux syndicats des constructeurs. On avait vraiment une grande opposition amont-aval avec d'un côté les syndicats, les coopératives forestières, la Fédération nationale du bois, enfin toute cette première transformation et cette ressource. Et puis en aval, toute la partie plutôt seconde transformation, production de bois d'ingénierie de type CLT, constructeur bois, etc. Et ce constat-là était encore vrai quand j'ai rejoint le groupe il y a environ 5 ans. Il y a encore du chemin à parcourir, mais aujourd'hui, ces 2 grands pôles de la filière se parlent. On parle même d'une interprofession unique, ce qui est quand même une grande révolution. On parle d'une fusion de FBIE, France Bois Industrie et Entreprise, donc l'aval, toute la seconde transformation et la construction, avec France Bois Forêt, l'amont, les scieries, les coopératives forestières, ce dont on n'entendait pas parler il y a encore 2-3 ans, les gens ne se parlaient pas. Donc c'est une très bonne chose. Ça se structure et ça se structure vite, y compris dans les ministères qui ne se parlent pour le coup pas encore beaucoup. Voilà. Peut-être rappeler quels sont tous les ministères concernés ? Les 4 ministères de tutelle, donc on a l'agriculture pour la partie forestière, on a l'écologie forcément, on a le logement et on a également l'industrie. Et c'est une petite musique qui revient de plus en plus, mais on entend parler d'un projet de secrétariat d'État au bois et puis à la forêt, et je crois que ce n'est pas une invention, je crois que ça existait, j'ai peur de me tromper, c'était sous Mitterrand.
il me semble. En tout cas, c'est une petite musique qu'on entend de plus en plus. Donc les gens se parlent et c'est une très bonne chose. Peut-être un dernier point sur vous en parliez beaucoup, la régulation RE 2020 et une sorte de nouveau moteur pour la construction en bois. La réglementation environnementale 2020 qui nous impacte fortement de manière très concise. C'est une réglementation qui concerne pour le moment les logements et les bâtiments, disons, neufs. On est uniquement sur la partie neuf. On a des grands seuils, 2025, 2028, 2031. Et le constat est très simple. Le secteur de la construction fait partie des plus émissifs en carbone. Il faut diminuer l'empreinte carbone de la construction. Chaque matériau est crédité d'un poids carbone. Et plus les années passent, et plus les seuils carbone se durcissent. Et donc, il faut s'orienter vers des matériaux moins émissifs. Et la grande chance qu'on a avec le bois, c'est qu'on est sur un matériau qui a une empreinte négative. Ce qu'on appelle l'ACV dynamique, l'analyse du cycle de vie, où on considère que le bois, en grandissant, stocke du carbone, et que tant qu'on n'a pas brûlé ce bois-là ou qu'on ne l'a pas détruit, le carbone stocké reste dans l'ouvrage. On parle d'à peu près 500 kg de carbone par mètre cube. C'était un des grands chiffres que j'avais entendu quand j'étais arrivé dans la filière. C'était avant cet incident terrible, mais la charpente de Notre-Dame de Paris stocke du bois depuis X centaines d'années. Et j'avais trouvé ça assez parlant. C'est une grande chance pour la filière, c'est une grande chance pour le matériau bois. On est vraiment, comme on le dit assez familièrement entre collègues, on est sur de la salade, pour parler très très crûment. Mes collègues qui travaillent sur le béton et sur l'acier, sur les bétons bas carbone, sur l'acier recyclé, peuvent diminuer l'empreinte carbone de ces matériaux, mais ça reste de la choucroute et de la choucroute allégée. Pour parler très vulgairement, par exemple, sur le béton, on a beaucoup de chemin à parcourir et on peut, grâce au béton bas carbone, réduire l'empreinte carbone, mais qui sera toujours positive. Grâce au bois, on est négatif. Et c'est pour ça qu'on en verra de plus en plus dans les ouvrages. Merci Thibaut. Mathieu, peut-être avant de revenir tous les trois sur la spécificité d'Épinal et le territoire, une question encore un peu générale pour planter le contexte. D'un ordre chronologique, on va d'abord parler de la forêt, de sa qualité, de sa santé. Pour vous, quel est un petit peu le bilan, l'état de la forêt française aujourd'hui? On sait que les débats portent souvent contre l'abattage d'arbres, contre la construction bois parce qu'elle va nuire à la protection de la ressource. D'autres, au contraire, expliquent que l'un permet d'entretenir l'autre. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler les choses qui pourraient paraître évidentes, mais comme ça, on a bien tous les éléments du contexte? Si votre micro fonctionne. Mon micro fonctionne. Et je vais essayer, j'allais commencer par dire, je m'exprime en toute humilité parce qu'il y a plein de praticiens de talent dans la salle, mais plutôt dans le domaine de la construction et du bois. J'ai pas vu de forestier, donc on leur donnera le temps qu'il faut après, un peu plus libre. Et puis ouais, je pense que ce sera riche d'échanger parce que voilà, il y a du monde dans la salle. Est-ce que la construction bois, comment la construction bois impacte la forêt en fait, hein, c'est ce que j'entends dans votre question. Avant de parler de l'état de la forêt aujourd'hui. Face aux nouvelles pressions qu'elle connaît. Moi, j'aime bien changer de focale, en fait, quand on parle du lien entre la forêt et la construction. La forêt, on le vit souvent comme un patrimoine d'intérêt général, mais c'est un patrimoine qui est avant tout vivant et dynamique. Donc, c'est un système qui bouge en permanence et qui est façonné par le travail des forestiers. Donc la forêt qu'on connaît en fait aujourd'hui en France et particulièrement dans les Vosges, elle est issue du travail des forestiers qui se comptent en générations. On reparlera peut-être de la question de la temporalité. Et ce façonnage-là, il est clairement induit par un enjeu de production de beau bois. Un forestier parle de beau bois quand il se promène dans une forêt, c'est-à-dire des individus, des arbres qui vont potentiellement donner un matériau noble dans l'ordre de la tonnellerie, de l'ébénisterie, de la menuiserie, de la charpente, et puis toute une série d'usages jusqu'à des usages plus industriels, en tout cas qu'on désigne de bois industrie, papier, carton, bois de calage,
Et tout en bas, pour reboucler avec le propos tout à l'heure sur le stockage de carbone, l'énergie qui est le dernier usage souhaitable du bois, puisque c'est le moment où on relargue tout le carbone qu'il a contribué à stocker. Donc la forêt, effectivement, elle est façonnée par cet usage-là. Le deuxième point important, c'est que ce travail des forestiers, c'est un investissement, il nécessite des investissements qui deviennent aujourd'hui de plus en plus importants parce que autres facteurs de pression, notamment changement climatique. Donc c'est un patrimoine qui a besoin d'investissement et donc quand on se promène en forêt aujourd'hui, soit pour s'y balader, soit pour faire tout ce qu'on veut, soit pour y chercher du bois, on bénéficie d'un investissement qui a été fait par des générations précédentes, qui a été financé par qui ? Majoritairement le prélèvement en bois, puisque le revenu principal d'un propriétaire forestier, c'est la vente de bois. Donc en fait, quand on profite de la forêt, on remercie à 85% le bûcheron et pour les 15% restants, le chasseur, qui sont les deux qui passent à la caisse pour aider le propriétaire forestier à faire face à tous les investissements qui sont les siens, que ce soit en termes de plantation, le truc auquel on peut penser le plus immédiatement, mais il n'y a pas que la plantation pour faire vivre une forêt, il y a tout ce travail de matière grise, de gestion d'une année sur l'autre, pour conduire ce patrimoine vers du développement pour du bois et pour tout un ensemble d'autres services. Donc la forêt fournit plein de services, mais il n'y en a que deux qui passent à la caisse aujourd'hui. Et le principal qui est donc le prélèvement de bois et depuis quelques décennies, là je cite les propos de ma présidente Marianne Pournier, soumis à des aléas de marché importants, donc une grande variabilité des prix du bois, qui fait que ce revenu-là, aujourd'hui, il est largement fluctuant. Si on rajoute là-dessus quelques tempêtes, quelques événements climatiques qu'on vivait encore il y a quelques années comme des crises, mais qui en fait deviennent la réalité quotidienne d'une année sur l'autre des forestiers, on se rend compte qu'il y a là un enjeu de réussir à continuer à financer cet effort-là, quoi. Donc pour essayer de revenir à votre question, la construction bois, la demande en bois, oui, elle façonne la forêt. Non, elle ne déforeste pas. Alors là, les chiffres avancés par les acteurs de la filière sont assez massus, même si on peut avoir des questionnements un peu d'une autre nature, mais la surface forestière augmente en France. Principalement pour des raisons de déprise agricole, à l'échelle de plusieurs décennies, pas forcément de la bonne gestion forestière. Moins on fait d'agriculture, plus on fait de forêt. Et puis elle augmente aussi en stock de bois sur pied, ce qui ne dit pas tout de la qualité d'une forêt, mais qui reste l'indicateur maître de la filière forêt-bois, si tant est qu'on peut encore parler d'une filière forêt-bois. Donc non, la construction ne détruit pas la forêt en tant que telle, en tout cas en termes de surface et de volume. Voilà, la pirouette que je tente de faire, c'est que même elle contribue en fait à l'entretien de ce patrimoine dont un certain nombre d'acteurs peuvent bénéficier. Et vous avez parlé de génération, ça dure combien de temps, une génération dans le secteur ? Vous disiez quand on se promène dans la forêt, on remercie les générations d'avant, c'est il y a 20 ans, il y a 50 ans, pour vous donner une idée de la temporalité La temporalité dépend des essences. Donc, au plus court, le peuplier pour faire du bois de déroulage, du papier, où on est sur des échelles de 15-20 ans pour de la récolte. Au plus long, les beaux chênes de Darnay qui partent dans les grandes maisons de tonnellerie et qui sont l'objet de visites de touristes internationaux américains, où là, on est sur une centaine d'années. D'accord. Donc ça repose aussi différemment la question, notamment pour des grands constructeurs. Moi, je me réjouis particulièrement aujourd'hui qu'un groupe comme Vinci vienne prendre à bras-le-corps la question de la place du bois, largement drivé par les enjeux de décarbonation, mais voilà, on y arrive enfin. Ça veut dire qu'une demande du marché qui évolue d'une année sur l'autre, on ne peut pas obtenir d'une année sur l'autre un produit différent de la part de la forêt. D'accord, parfait. Bon, et maintenant, donc, on a le contexte, la temporalité, les filières et la structure plutôt plus industrielle avec vous, Inde. On disait dans la préparation de cette table ronde que la construction bois et ce nouvel essor pouvait être un moteur
de cette nouvelle filière bois, mais est-ce que les deux sont cohérentes? Est-ce qu'elles peuvent se répondre? Ou est-ce que, dans d'autres termes, est-ce que la filière peut répondre à cet élan vers la construction bois? Est-ce qu'elle n'est pas en retard ou est-ce qu'elle est prête? Comment vous voyez la chose? Question un peu piège. Un peu général. En tout cas, merci d'avoir permis finalement cet échange autour de cette filière passionnante et qui est un vrai enjeu finalement quand on voit même les différents rapports ministériels à la fois pour répondre je dirais, aux enjeux climatiques mais aussi à l'industrialisation de la construction au sens général. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants pour la filière. En tout cas, ça, c'est la chance que la filière aujourd'hui. Pour revenir justement, moi, j'ai travaillé pendant des années sur d'autres industries et quand je suis arrivée finalement dans le monde finalement de la filière bois, j'ai été frappée à la fois par ses atouts, mais aussi les difficultés qu'elle a en termes de structuration. En fait, c'est un autre monde. Bien sûr, Mathieu, il a donné quelques éléments pour comprendre un petit peu les choses. Et je me permets d'abord de rebondir sur un élément que Mathieu a donné. Moi, quand j'ai commencé en 2015, on a fait un rapport pour comparer la filière canadienne et la filière française, la structuration un petit peu de la filière. Et ce qui m'a frappé, c'est cette structuration, puisque en fait la forêt, là-bas, c'est quand même beaucoup public. Et on a sur 3 horizons différents. En fait, on a 150 ans. Parle finalement à l'échelle de 150 ans, on a des plans à l'échelle de 150 ans, des plans à l'échelle de 25 ans pour la série, et après des plans qui sont mis à jour chaque 5 ans. Donc on ne peut pas calquer le modèle canadien sur le modèle français, c'est complètement différent, mais ça donne une idée un petit peu sur la structuration de la filière. Maintenant, pour répondre à votre question, parce que souvent, la question, est-ce que finalement la filière, elle est prête pour justement cet essor de la construction? En tout cas, il y a énormément d'initiatives dans ce sens-là, et surtout ce que je remarque, et c'est aussi l'objet des projets qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas raisonner, on va dire, en silo encore, de dire est-ce que la filière est capable de suivre? Est-ce que finalement la construction travaille sur, par exemple, ne serait-ce que réduction des matières de bois qu'on utilise pour des choses qui ne portent pas de valeur ajoutée au produit, par exemple, pour que finalement cette filière puisse suivre? Et la réponse, elle est plutôt finalement, on va dire, sur combiner les deux. Vous avez parlé justement je me réjouis qu'il y a une volonté politique de rejoindre les deux, mais c'est sûr qu'on en est là. Après, dans les actions, moi, j'ai vraiment apprécié. Il y avait énormément de rapports depuis des années. Maintenant, on travaille. Quand j'ai discuté tout à l'heure, où j'expliquais, en fait, on a d'autres modèles, justement en Finlande, UK, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Elle est claire, que ce soit des acteurs en fait de l'amont ou de l'aval, sûr qu'il va falloir qu'on travaille ensemble pour aller dessus. On reparlera des autres leviers en fait, sur lesquels on travaille, en particulier le numérique et sa place dans toute cette filière. Mais aujourd'hui, peut-être que là, l'enjeu, si je comprends, c'est d'éviter, de ne pas se limiter seulement à des constructions bois un peu anecdotiques, mais d'essayer de passer à l'échelle de masse maintenant, autant qu'on a pu le faire dans l'habitat pavillonnaire, le logement collectif, et d'être capable de répondre à cette... Absolument. Moi, je travaille beaucoup sur la rénovation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu d'accélération qui passe par la massification. Donc ça, c'est vraiment des vrais enjeux. C'est massifier finalement la réponse à tous ces ambitions qu'on a pour la construction bois ou juste la rénovation, tout simplement. D'accord. Alors, Mathieu, maintenant un moment avec vous, plutôt pour le territoire d'Épinal. On en a parlé cet après-midi. On a eu la chance de visiter le Lidl Bois hier avant de venir ici. Justement, on parlait de construction bois anecdotique et au contraire d'essayer d'être capable de massifier. Ça ne peut pas se faire évidemment à l'échelle d'une commune. Il faut une industrie, un projet national derrière. Est-ce que c'est le but que porte votre association? Est-ce que c'est plutôt, je l'ai comprise comme plutôt un entretien de réseau, d'écosystème entre plusieurs acteurs du bois? Peut-être vous pourriez nous dire un peu plus pour ouvrir un peu les réflexions sur le territoire des Vosges et d'Épinal. Alors, je risque de basculer dans le vocabulaire de Madame la directrice ce matin, parce qu'on a à peu près les mêmes éléments d'ADN en fait, sur cette logique de travailler à plusieurs types d'acteurs différents. Vous parliez de triangulaire tout à l'heure. Nous, on est quadrangulaire avec des hommes et des arbres. C'est un collectif un peu original avec des collectivités, des entreprises, des académiques et des citoyens. Qui a émergé il y a quelques années dans le cadre d'un dispositif national qui s'appelle Territoire d'innovation. Donc aujourd'hui, Des Hommes et des Arbres fait partie des 24 projets
reconnu par l'État territoire d'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un laboratoire à ciel ouvert à l'échelle de la région Grand Est, historiquement fondé par Épinal et Nancy, donc deux territoires qui ont su montrer une fois de plus qu'ils arrivaient à construire des alliances autour d'un objet commun. On a beaucoup développé ce matin les atouts d'Épinal autour du bois, capitale du bois, hein, je me souviens, c'est marqué sur l'autoroute quand on arrive. Donc je ne reviens pas dessus, mais il y a plein d'autres points d'atouts en fait, à l'échelle de la région Grand Est, et on a plein de pépites autour de la forêt, le bois, les arbres en général. Donc c'est un peu ça qui a fondé cette idée de proposer un projet d'innovation centré sur l'arbre, qui s'appelle donc Des Hommes et des Arbres, que j'ai l'honneur d'animer aujourd'hui et depuis quelques années. Et notre boulot, en fait, c'est de mettre le projecteur, donc d'apporter un signal aussi au niveau national, hein, puisque Territoire d'innovation est un dispositif qui rapporte à plusieurs ministères de tutelle et puis opéré par la Banque des Territoires, qui cherche à faire des investissements dans le tissu industriel local sur des projets qui sont des solutions, et c'est ça notre boulot, que de rencontrer ces projets et de les accompagner à ce qui contribue à un projet de territoire large qui se décline en plusieurs défis. Et on en a un sur la transformation du bois, qu'on raffine en permanence parce qu'on a la chance d'avoir un collectif très riche avec beaucoup d'expertise technique, mais aussi des regards autres, notamment portés par des organisations de la société civile qui viennent apporter des points de vigilance, des points d'attention nouveaux, hein, que la filière bois vit parfois comme un bashing, mais qui en fait, en tout cas c'est notre vision, une aspiration à tirer vers le haut et à faire mieux. Et donc on travaille avec un certain nombre effectivement d'industriels qui portent des projets labellisés Des Hommes et des Arbres, dont un bon nombre sont sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal, et qui s'engagent à développer des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire dans la transformation du bois, pour en premier lieu, je dirais, continuer à apporter ce matériau magique, hein, qui pousse sur les arbres dans un contexte de changement climatique. Et là, ça nous donne quand même une grande différence de nature avec la construction sourcée fossile ou minière. En réaction aussi à votre question de tout à l'heure, est-ce que l'industrie est prête à fournir? Est-ce que la filière est prête à fournir? En fait, ce qui sort des forêts par nature dépend d'investissements qui ont été faits il y a 50 ans. Donc on ne peut pas commander tel type de matériaux standardisé de telle manière du jour au lendemain. Mais en plus, le contexte de changement climatique fait que on a de plus en plus de bois dits accidentels par certains, d'opportunités par d'autres. Très concrètement, on a des stocks de bois qui tombent parce que scolyte, parce que tempête. Donc du coup, on a des approvisionnements amont qui débarquent de manière imprévisible, en grande quantité, du coup qui cassent les prix, qui produisent des volumes importants. Et évidemment qu'une filière qui reste sur un modèle de standardisation n'est pas capable d'accommoder en fait ce type de choses. Donc nous, la stratégie qu'on encourage sur la filière industrielle de transformation du bois, c'est au maximum de construire des stratégies adaptatives et d'avoir la capacité de transformer ce qui va tomber demain, pour le mettre en œuvre avec le plus de valeur ajoutée possible dans les filières de construction. Et ça ne peut pas fonctionner avec, de la part de Laval, c'est le message principal en fait, que je veux faire passer aujourd'hui, une attente en fait, de produits standardisés. On parle de bois d'ingénierie et effectivement ils ont une place très importante, mais aujourd'hui, est-ce que la filière production de bois en France est capable de répondre à la demande en bois d'ingénierie standardisé? Non. On a évidemment des projets, dont sur notre territoire Grand Est, de nouveaux centres de production de ce type de bois technique, et on sait qu'on en a besoin. Mais on a besoin aussi d'une deuxième approche qui est d'adapter le geste architectural, le principe constructif à ce qui est disponible. Et vous le verrez cet après-midi à la belle visite qui vous attend. C'est tout à fait possible de faire ça, mais ça nécessite de reconvoquer beaucoup de matières grises sur l'architecture, sur la maîtrise d'ouvrage, sur la maîtrise d'œuvre, pour, avant de commencer à dessiner, aller voir ce qu'on a de dispo dans les scieries du coin, pour le dire un peu simplement. Justement, la transition est bien trouvée avec
Thibaut, dont l'un des métiers est d'aller voir ce qui est dispo dans les scieries du coin. Peut-être une réaction sur ce que vient de dire Mathieu et aussi l'intérêt pour un acheteur bois et produits biosourcés d'un territoire comme Épinal. Ou comme les Vosges Ou comme les Vosges, peut-être, oui, élargissons oui. Vosges, ouais. C'est une très belle région et c'est pas parce que je suis ici que je le dis. Hein. Mais vous avez l'avantage d'avoir les bonhommes et la matière. Je crois qu'on peut dire sans vexer personne que vous avez les plus beaux épicéas de France. Sur les bois blancs, en tout cas, le standard de qualité qu'on observe dans les usines, et pas uniquement visuel, sur le taux de purge, sur la perte, etc. On est sur des bois qui sont particulièrement beaux. Et on a des scieries qui investissent et qu'on essaye de soutenir à notre échelle et qui se battent vraiment pour agrandir leur scierie, pour investir dans des machines de classement mécanique pour les bois, pour investir dans des séchoirs pour nous proposer des bois aptes à fabriquer du lamellé-collé ou alors du CLT. C'est une région aussi avec laquelle on a un lien particulier parce qu'on est très fiers d'avoir réalisé l'Idole d'Épinal, qui est le premier bâtiment labellisé Bois de France en France. Voilà, je voulais le souligner. C'est une très belle région. Et effectivement, qu'on regarde de très près, si je ne dis pas de bêtises, encore aujourd'hui, la majorité des scieurs classent leur bois visuellement, contrairement à nos cousins scandinaves qui, eux, les classent mécaniquement. Et ce classement visuel a pour conséquence de dévaluer, dans beaucoup de cas, la résistance mécanique des bois. On peut avoir un bois qui visuellement sera C24, alors que si on le casse à la machine, on observera qu'en fait, il sera plutôt C30. Et on a suivi de très près ces analyses qui ont été menées par Sélection Vosges. Ils ont envoyé des bois en Scandinavie, et le taux de C30 était bien supérieur à ce qu'on disait. Il y a encore 5 ans, moi, j'entendais que pour voir du C30, il fallait aller en Scandinavie, parce que les bois poussaient beaucoup plus lentement et que les bois étaient plus résistants. On a dans nos massifs, et c'est une très bonne nouvelle, et en particulier chez vous, des bois de qualité supérieure, y compris mécaniquement. Voilà. Merci pour ces bonnes nouvelles. Et peut-être, Ines, sur le rôle d'Épinal et des Vosges dans cette structuration de filière. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les espaces français qui produisent du bois? Est-ce qu'ils tous peuvent se répondre pour créer une filière nationale, ou est-ce qu'on a une filière pour l'épicéa dans les Vosges et puis une autre filière pour le chêne ailleurs et que chacun roule un peu de son côté? Alors, moi, je vais donner plutôt une réponse d'académique, en fait, hein, à cette question-là. Bien sûr, Mathieu, il a peut-être une visibilité un peu plus grande là-dessus. Ce qui est sûr, Mathieu, il a insisté beaucoup sur la notion de territoire qu'on a ici, où on arrive finalement à fédérer plusieurs acteurs de la filière. Parce que ça commence de la forêt, mais aussi des acteurs de transformation, mais aussi, on va dire, en termes de formation, parce que demain, ce qui va appuyer finalement cette industrialisation, le développement de la filière, c'est aussi la notion de formation et académique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le campus bois, les cibles, la recherche ici, qui permettra finalement d'aider, je dirais, supporter finalement la filière dans ce sens-là. Après, il y a des initiatives. Chaque région, finalement, elle a sa propre initiative. Il y a des discussions au niveau national sur des projets plutôt nationaux, mais ça reste quand même plutôt une notion des territoires qui est plutôt importante. Local encore. Qui est local. Et ce qui est sûr, tout à l'heure, pour rebondir à ce que Mathieu a dit, effectivement, le grand enjeu, c'est changement de modèle, en fait. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas raisonner finalement à des produits de commodité comme on a finalement dans d'autres pays. Il faut cette adaptation finalement au modèle qui est le nôtre. Et la notion de territoire, pour moi, autant quand j'avais commencé à regarder un petit peu la structuration de la filière il y a quelques temps, où finalement ces problèmes de fragmentation, ces problèmes finalement où c'est très territoire et très privé, forêt privée, etc., était un handicap. Pour moi aujourd'hui c'est pratiquement une réponse en fait. C'est ça qui va donner finalement la flexibilité, c'est ça qui va répondre à des enjeux qui vont
au-delà je dirais, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'économie circulaire derrière, mais derrière l'économie circulaire, il y a aussi finalement le social en fait, de faire travailler, en tout cas, je dirais, la matière, les gens dans le territoire. Donc pour moi, c'est vraiment une vraie réponse, c'est de la structuration au niveau territoire, ça c'est sûr. D'accord, je vous laisse la parole pour justement se projeter un petit peu maintenant et dessiner la filière bois dans 10 ans, avant de sûrement laisser un peu la parole à la salle où j'ai d'autres questions pour tricher un peu si besoin. Inde, vous aviez donc travaillé longtemps sur le numérique et l'insertion du numérique progressivement dans la filière et l'industrie du bois. Est-ce que c'est pour vous un nouvel angle, un nouveau moteur pour le développement de la filière pour les prochaines années? Comment vous percevez, que disent vos travaux sur cette intégration justement du numérique dans une filière où peut-être qu'on ne l'attend pas encore dans la filière bois, l'imaginaire, on l'attend dans l'automobile, dans les technologies de grande pointe, mais le numérique dans la construction bois, peut-être qu'on ne voit pas encore très bien son rôle. Est-ce que pour vous, c'est un moteur pour les prochaines années? Alors, effectivement, en fait, on travaille depuis maintenant quelques années sur, on va dire, tout ce qui est transformation digitale finalement des entreprises. Et quand on regarde la maturité des entreprises actuellement, parce qu'on quand même on a beaucoup de petites entreprises finalement dans la filière, mais effectivement, en termes de maturité, il y a un gap à faire. Et c'est pour ça, en fait, ce qu'on essaie aussi encore de dire, c'est qu'il n'y a pas un modèle général. On n'achète pas l'industrie du futur, on doit travailler pour. Donc il faut commencer par finalement mesurer on en est où pour aller plus loin. Donc c'est pour ça, même au niveau académique ou enseignement, on part du principe qu'avant de mettre le numérique, il faut travailler sur la stabilité des processus, l'amélioration continue, etc. C'est des choses qui ne demandent pas beaucoup d'investissement, mais qui permettent finalement de préparer le terrain pour le numérique. Maintenant, par rapport à nos travaux au numérique dans la filière bois, il y avait un élément qui était très, je dirais, un vrai enjeu il y a 20 ans quand on a commencé à travailler au niveau laboratoire, qui est finalement la perte d'informations dans la filière. C'est tout ce qui est traçabilité, identification. On a eu des travaux qui partent du simple identification pour Codabar, RFID et voir finalement l'équation économique et investissement à le marquage dans la masse. Clairement, on travaille avec des chimistes pour voir est-ce qu'on ne peut pas marquer finalement l'arbre quand il pousse dans la forêt et que demain, on est capable d'identifier finalement tous les produits qui sortent finalement de cet arbre. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, en fait. Tout ce qui est finalement contrôle non destructif pour la filière bois. Je pense que ça, c'est vraiment un enjeu plutôt opérationnel, mais quand on regarde et qu'on discute sur la structuration filière, ça parle au-delà finalement juste l'identification de l'arbre, c'est vraiment la mise en relation des acteurs qui devient un enjeu. Et c'est pour ça, par exemple, là, on travaille avec le CRIT, et justement sur la labellisation de l'association sur les hommes et des arbres, excusez-moi. Donc, pour travailler sur, par exemple, le continuum numérique entre plusieurs acteurs pour pouvoir finalement répondre à une demande, par exemple, de particulier ou d'un industriel, faire appel à plusieurs finalement acteurs qui pourraient répondre à cet enjeu. Donc, le numérique, c'est à la fois, je dirais, la réponse, mais ça ne peut pas être que le numérique. Vraiment, ça passe par les bonnes pratiques, la structuration, ça, c'est pour moi, et la formation aussi. Thibaut, peut-être une réaction sur ce que vient de dire Inde, et aussi, je sais que l'intégration du numérique est souvent plutôt dans les processus de construction, la mesure du bâtiment. Pour vous, la construction bois dans 10 ans, est-ce qu'elle intègre tous ces éléments-là? Est-ce qu'elle produit davantage de la masse? Est-ce qu'elle utilise mieux peut-être la forêt française ou un peu tout à la fois? Comment vous la voyez? Beaucoup de questions. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend. Allô, allô? Oui, c'est bon. Je pense que c'est bon. Beaucoup de questions. Quelle sera la place du bois dans la construction du futur, c'est ça? Humblement. Déjà, je parlerai plus volontairement en pourcentage en plus, et par type d'ouvrage également. Non, je parlerai plus volontiers d'intégration grandissante du bois dans la construction que de construction bois. C'est le parti qu'on a choisi de prendre chez Vinci. Qu'est-ce qu'un ouvrage bois?
on a des grands immeubles de bureaux, poteaux-poutres, lamellés-collés, murs à ossature bois, planchers CLT, etc. Et on est venu nous expliquer que le bâtiment n'était pas bois parce que les cages d'ascenseur étaient en béton. Pardon. Donc on a pris le parti de faire du mixte et on pense que la construction du futur sera assurément beaucoup plus mixte qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec une place grandissante pour le bois, que ce soit en structure ou alors en façade. Le bâtiment peut être mixte en lui-même avec différents procédés constructifs. Poteaux, bois, lamellés-collés, prédale béton, par exemple. Mais les complexes et les procédés constructifs en eux-mêmes peuvent être mixtes également. On peut avoir des complexes de plancher avec des solives en lamellés-collés, un fond de confrage en OSB et du béton bas carbone au-dessus. Et donc le complexe en lui-même est mixte également. On croit beaucoup à ça. On croit également à la frugalité. Remplacer une dalle de 100 en béton par une dalle de 100 en bois, pas forcément persuadé que ce soit la solution. Comment est-ce qu'on peut construire mieux demain avec moins également, avec moins de matière? Comment est-ce qu'on peut optimiser ce ratio-là? Et les bois d'ingénierie peuvent nous y aider. Je pense notamment au LVL, par exemple. On a suivi de très près l'investissement de Thébault, donc le champion français du contreplaqué, dans une usine de LVL, donc du contreplaqué structurel. On vient dérouler le bois, contrairement au CLT ou au lamellé-collé où on est sur du bois massif. Grâce à ces procédés-là, on a des résistances accrues avec moins de matière et surtout, on arrive à dérouler une quantité d'essence de bois plus conséquente. Et ça permet en partie de répondre aux incertitudes de ce que sera le futur et de quelles essences de bois on pourra mettre à tel endroit. C'est aussi mieux utiliser la ressource. Mieux utiliser la ressource et se préparer à ce qu'elle ne soit pas forcément comme on l'attend et s'adapter plutôt à ce que la forêt nous donne pour mieux construire demain, avec moins. Et on a noté aussi le souhait d'un secrétariat général au bois. Mathieu, peut-être avant d'ouvrir les échanges sur vos perspectives sur le développement de la filière, de son écosystème, ou une réaction aux deux autres. Je vais essayer de répondre aux mêmes questions trop vastes que vous posiez à l'instant à mon confrère. Sur la mixité, juste un mot. J'ai l'impression qu'on a atteint un compromis diplomatique entre le monde du béton et le monde du bois, puisque l'expression chère au monde du bois, de la construction bois, le bon bois au bon endroit, est en train de muter vers le bon matériau au bon endroit, donc du bois, mais aussi du béton, et évidemment le modèle de la grande hauteur, structure bois, parement bois, mais un portant type ascenseur en béton, c'est un modèle qui est largement intéressant et largement promu. Donc, et puis sur des produits aussi eux-mêmes, des planchers mixtes, bois-béton. Voilà, on voit que la mixité aujourd'hui est accueillie favorablement par les deux parties. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Sur le numérique et sur la structuration de filière, pour essayer de répondre aux deux en même temps, le numérique, la numérisation est déjà là dans la filière bois largement. Alors je ne me risquerai pas d'un taux de numérisation, mais on a un certain nombre d'industries ou même d'artisans de transformation du bois qui sont équipés en machines à commande numérique. Et le projet auquel faisait référence tout à l'heure ma collègue, porté par le CRIT, passe un cran au-dessus en fait, ou en tout cas dézoome cette question-là, et moi je le trouve super intéressant pour ça. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en dialogue entre elles, avec un outil numérique, des entreprises diverses qui elles-mêmes sont équipées ou pas en numérique pour faire du partage de commandes et pour faire du partage d'affaires en fait. Chacun a un petit bout et ça donne une image un peu très simpliste, mais du tissu industriel du bois sur la région et particulièrement dans les Vosges. Beaucoup de petites unités de transformation, enfin petites et grandes, mais en tout cas un certain nombre, un tissu diffus comme on aime bien le dire, du coup des enjeux sociaux d'emploi sur les territoires, un modèle qui n'est pas un modèle d'intégration verticale, contrairement à ce que vous avez peut-être pu voir sur vos voyages en Finlande. Et en fait, c'est cette richesse-là qu'on essaye non seulement de préserver, mais aussi d'utiliser comme un outil de gestion adaptative de la production de bois.
en fonction de ce qui sort de nos forêts. Et c'est là qu'il y a un atout très très fort dans la région, en fait. Moi, j'en suis convaincu. Donc du coup, après, ça veut dire effectivement une structuration de filière, même si je ne sais jamais exactement ce que ça veut dire, qui n'est pas juste X maillons à brancher ensemble, mais qui est un archipel en fait d'entreprises qui développent des liens, qui savent développer des liens ad hoc en fonction des commandes. Et là aussi, tout à l'heure, cet après-midi, l'hôtel Innovation Bois, c'est un maître d'ouvrage volontariste, une politique très forte de sourcing en bois local qui challenge les entreprises, qui les fait travailler ensemble, alors avec beaucoup d'appui de la maîtrise d'ouvrage, parce qu'on est encore sur des chantiers pionniers, mais ça donne la bonne direction, et qui leur fait réaliser que sur un projet concret, une commande, un business, ils peuvent bosser ensemble de telle façon. Vas-y, tu viens sécher chez moi, et puis ensuite le transport c'est plutôt toi. Et c'est du coup des nouvelles façons de faire qui viennent peut-être un peu bousculer les usages actuels de ces acteurs-là. Mais voilà, faut leur montrer que c'est possible avec de la commande. On ne va pas ouvrir le chapitre de la commande publique parce que ça nous remet sur un quart d'heure d'échange. Mais voilà, moi je suis assez convaincu du modèle, la commande qui tracte, avec des maîtres d'ouvrage engagés. Et là-dessus, les constructeurs sont aussi des prescripteurs hyper importants. Un enjeu de matière grise sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que tout est là quand on réalise ce type de chantier, pour démontrer aux acteurs qui sont là, artisans, entreprises petites et grandes, qu'en fait ils ont des opportunités d'affaires ensemble, qu'il faut trouver les bons assemblages, et c'est comme ça qu'on contribue à mailler et à fluidifier les échanges d'affaires entre tous ces acteurs. Le modèle de la chaîne avec les maillons, moi je le vois pas en fait. Vous vouliez... Oui, je vais rebondir là-dessus justement et donner aussi, parce que là on parle de la filière bois et au niveau construction et le numérique, quelques éléments de réponse. Non, moi je crois beaucoup à ce modèle-là parce que tout simplement l'idée c'est vraiment c'est de profiter de nos faiblesses, qu'on pensait que c'était des faiblesses, d'avoir vraiment cette fragmentation horizontale et verticale et faire une force, donc les mettre travailler ensemble. La difficulté, c'est le changement culturel, etc. Et là, ça va prendre du temps. Clairement, là, ce qu'on fait, c'est des prototypes, etc. On l'espère que ça marche parce qu'on y croit. C'est vers ce modèle-là qu'il faut y aller. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est plutôt par rapport à la construction et les leviers, finalement, la construction bois, voire la rénovation et les leviers d'accélération. Effectivement, il y a des initiatives depuis maintenant quelques années sur le BIM. Donc, on travaille beaucoup, nous, en tant qu'académique, là-dessus, en particulier sur tout ce qui est scan to BIM ou le scan to CNC, donc pour générer ces modèles 3D que vous avez vus tout à l'heure le plus rapidement possible et de façon la plus efficiente. Il y a aussi encore ce modèle d'industrialisation qui est important. On a beaucoup d'appels aujourd'hui, ADEME ou autres, sur la préfabrication ou finalement la préfabrication sur site ou hors site. Et clairement, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est encore trouver un modèle hybride. On parlait de mixité de matériaux, là on parle de mixité aussi de modèle organisationnel parce que chacun a des avantages et des inconvénients. Donc ça, c'est des éléments qui je dirais, les perspectives sur lesquelles on travaille en tant qu'académique et aussi avec quelques partenaires industriels. D'accord, programme chargé. Voilà. Merci à tous les trois. Est-ce que vous avez, je vais à la salle, quelques réactions, questions, commentaires? Allez-y. Est-ce que... Merci. Oui, je voulais rebondir sur ce que Madame la directrice avait dit tout à l'heure sur l'utilisation du bois dans la rénovation de l'habitat urbain. C'est vrai que le bois, donc vous disiez, monsieur, que c'était intéressant en matière de stockage de carbone. Mais en fait, il a d'autres atouts qu'il faut mettre en valeur. C'est que le bois est aussi un outil d'économie de gaz à effet de serre en matière de système constructif et de construction et de matériaux. C'est également des économies d'eau sur les chantiers. C'est un gain de temps également sur les chantiers avec les enjeux de préfabrication et c'est aussi de la réduction de bruit globalement sur les chantiers. C'est des chantiers souvent plus
apaisés que des chantiers traditionnels, on va dire. Et en matière de construction et de rénovation, c'est vrai que sur les problématiques d'extension, sur les problématiques de rehaussement de bâtiments, ou pour combler des dents creuses dans des périmètres un peu complexes, le bois, avec sa préfabrication, peut être une très bonne solution dans ce domaine-là. Donc voilà pour la construction, et je vais garder un peu le micro parce que je voulais faire un petit rappel sur les enjeux sur le département des Vosges et le potentiel du département des Vosges. Une des spécificités des Vosges et du Grand Est, c'est que la proportion de forêts publiques est beaucoup plus importante que dans le reste de la France, puisque la proportion, c'est 2/3 de forêts privées au niveau national. Dans l'Est de la France, c'est 2/3 de forêts publiques. Donc on a aussi, les collectivités ont un rôle aussi plus important à jouer en amont de la filière. À titre d'exemple, Épinal, c'est près de 2500 hectares de forêt communale, plus les forêts militaires. Donc on a vraiment des forêts publiques importantes sur Épinal. Et les collectivités ont un levier qui est important en matière de circuits courts et d'économie circulaire, c'est les contrats d'approvisionnement à mettre en œuvre avec l'ONF pour les entreprises locales. Donc à titre d'exemple, Épinal, on est à plus de 50% de contrats d'approvisionnement pour nos entreprises globalement vosgiennes, on va dire. Donc voilà. Et puis le dernier point, c'est qu'on a eu des démarches d'expérimentation sur les Vosges. Au début des années 2000, on avait une démarche départementale qui s'appelait la Charte Bois, où le conseil départemental accompagnait les collectivités dans des projets de construction bois et de bois énergie. Donc on a 150 projets publics qui sont sortis, et souvent dans des démarches assez expérimentales, parce qu'à l'époque, la construction bois n'était pas forcément une habitude dans les projets publics. Et des partenaires comme... ils sont pas là, donc je peux le dire. Comme l'ONF. L'ONF était plutôt... Enfin, le bois construction, pour eux, c'était une tradition d'utilisation. Pour le bois énergie, c'était vraiment un sous-métier pour eux. Donc maintenant, ils ont créé ONF Énergie, etc., etc. Donc on n'est plus sur les mêmes problématiques. Donc on a eu beaucoup de projets publics qui sont sortis avec des projets importants, comme par exemple le collège de Mirecourt, qui est une référence internationale. Et puis il y a des beaux projets sur l'agglomération d'Épinal qui sont sortis. Pour conclure, en matière de bois énergie, pendant des années, au début des années 2000, les Vosges représentaient plus de 80% des projets lorrains. Donc quand on voit le nombre d'habitants, par habitant, ça faisait beaucoup de projets. Donc voilà un peu le contexte départemental. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. À moins que... Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole ? On fait comme ça, peut-être vous pourrez rebondir d'un coup sur tout ce qui se dit. Oui, allez-y. Moi, je voulais juste rebondir sur l'aspect politique volontariste, parce que je le vois au niveau de l'urbanisme sur la ville d'Épinal. Il faut qu'il y ait une volonté. On le voit sur des grosses entreprises comme Vinci. On sait qu'on peut réaliser, vous avez fait référence au magasin Lidl sur Épinal, qui est vraiment une référence en la matière. On sait qu'on peut le faire, encore faut-il vouloir le faire. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est aussi une politique d'entreprise, une volonté. On a sur le NPRU Bitola-Chambauvert, on a une entreprise qui est les constructeurs du bois. Ils ont fait effectivement de la construction bois une ligne directrice, pour se consacrer, je veux dire, en grande partie aujourd'hui à la construction bois. Mais je remarque aussi que dans les porteurs de projets que je reçois, alors c'est moins vrai sur les particuliers. Le particulier, via les cabinets d'architecture, intègre quand même assez facilement le bois dans la construction et dans la rénovation. C'est moins vrai au niveau des grosses structures. Je pense en particulier avoir reçu il y a quelques temps un
porteur de projets de résidence senior où c'est décliné effectivement sur différentes villes de France et où, à la question qui leur a été posée effectivement sur l'intégration du bois dans les constructions, ils ont répondu effectivement qu'à ce stade, en tout cas, ils n'étaient pas encore prêts à intégrer et que leur modèle était standardisé. On revient effectivement à la question de la standardisation. Leur modèle standardisé, pour l'instant, n'intégrait pas le bois. D'où la nécessité effectivement d'avoir une politique volontariste au niveau public, mais également au niveau des entreprises privées. Merci. Et monsieur, là-bas, vous aviez une... Oui, merci. C'était simplement, je souhaitais avoir vos réflexions sur un constat. Depuis quelques décennies, la filière bois a quasiment disparu du second œuvre dans le bâtiment. Les projets que je vois passer n'intègrent plus de fenêtres bois, de volets bois, de portes bois, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire à ce sujet ? Alors, je propose je pense, si vous avez tous les trois envie de réagir, d'essayer de répondre à peu près tout ce qui a été dit. On reste ambitieux. Thibaut, tu voulais réagir d'abord, et puis ensuite Mathieu et Aline, quand vous vouliez, n'hésitez pas à prendre le micro. Par rapport à ce que vous venez de dire, le sujet qui revient tout le temps avec, par exemple, le bardage bois, ou les menuiseries extérieures, c'est l'entretien. L'entretien, qu'est-ce que ça va me coûter, comment le bâtiment va vieillir. On passe un temps incroyable à essayer de sensibiliser les gens au grisaillement des bois. Donc on leur dit, vos cheveux ils vont griser quand vous allez vieillir, le bois il grise aussi. Et donc on a des architectes qui nous disent, oui, mais je veux que le bâtiment dans ces cas-là soit gris d'un coup. On va anticiper le grisaillement des bois, on va appliquer des saturateurs. Je ne veux pas que le bois grise de manière hétérogène dans le temps. Donc nous on leur explique, non. Un bois qui est naturellement classe 3, dans certaines essences, il va résister à la mise en œuvre en extérieur. Par contre, en fonction de l'orientation du bâtiment et de l'exposition aux UV, il y a des parties du bâtiment qui seront grises avant d'autres et ce ne sera pas le même gris, etc. Et ce qu'on nous oppose souvent, c'est le coût d'entretien de toutes ces menuiseries et de ce bardage-là, et les gens qui nous demandent d'anticiper ou de masquer l'hétérogénéité du grisaillement nous reprochent de mettre des produits ensuite dessus. On est un petit peu dans une impasse parce que les gens ne veulent pas que les bois grisent. Les gens veulent que le bois reste comme il est. Soit il est gris tout de suite, on le pré-grise, soit on met du bois naturel, mais il doit rester naturel. Et en plus de ça, on ne veut pas qu'on mette de traitement dessus. Donc c'est un vrai sujet qu'on rencontre beaucoup. Oui. Et on est partagé sur le sujet. Mettre un bois en extérieur, oui. Je pense que c'est dans l'air du temps et beaucoup d'architectes y sont sensibles. À quelles conditions ? Là, je n'engage pas Vinci, je ne parle que pour moi. Mettre du bois en extérieur, si c'est pour l'avoir traité avec de l'autoclave et plein de traitements à l'intérieur, est-ce qu'on ne perd pas un petit peu les bénéfices de ce que le bois est intrinsèquement, c'est-à-dire un matériau noble et qui stocke du carbone? Je n'ai pas la réponse à ça, mais on a deux grands courants qu'on observe tous les jours. Les gens veulent voir le bois. Ça, c'est important aussi hein, dans la construction bois. Les gens ne comprennent pas qu'une structure bois ne soit pas visible après. Et on a d'autres soucis, on a l'incendie, etc. Je crois qu'indirectement, dans la question, il y avait aussi la question du coût, parce que parmi effectivement les préconisations de l'architecte des bâtiments de France, notamment en périmètre monument historique ou en site patrimonial remarquable, on a le remplacement par des fenêtres à l'identique, donc des fenêtres bois. Et ce qui coince souvent sur les porteurs de projets, idem pour les volets, c'est la question du coût du remplacement, là où effectivement on va avoir une fenêtre PVC qui va avoir un coût moindre, même un PVC de qualité, le bois restera toujours à un coût supérieur, ce qui peut bloquer au niveau du projet. D'autant plus qu'il faut l'entretenir après. D'autant plus. Mathieu et Aline, vous vouliez... Je voulais juste rebondir vas-y, très rapidement sur ce que vous disiez, monsieur.
C'est vrai que mon propos de base était de dire que le bois avait des atouts parce qu'il stockait du carbone et que ça répondait notamment aux attentes de la réglementation environnementale 2020. Mais effectivement, on met autant de bois aujourd'hui dans nos projets de rénovation que dans nos projets neufs. Il n'y a aucune réglementation pour le moment qui nous l'impose. C'est parce qu'effectivement, le bois, c'est de la préfabrication. On peut travailler en site occupé. C'est des chantiers qui vont plus vite. On peut faire de la rénovation énergétique par l'extérieur. C'est un matériau qui est plus léger, qui pèse moins sur les fondations. Intrinsèquement, il a des propriétés qui sont très adaptées à la rénovation. Et le dernier grand... Ce qui nous motive dans ce sujet-là, c'est qu'on a un aspect écologique, on a un aspect technique et on a aussi un aspect sociétal. La filière bois, c'est 445 000 emplois, je pense que vous le savez tous. L'automobile, c'est 230 000. On est sur 445 000 emplois dans les régions. On est dans la décentralisation. Et si on parle de construction bois, on parle de résineux. On part des Landes jusqu'au Massif central, on passe par la Corrèze et on remonte le Jura, le Doubs, les Vosges et puis jusqu'à l'Alsace. Et avec ce matériau-là, nous, on a la conviction qu'on a l'opportunité, et ça ne nous arrive pas souvent, de concilier écologie et intérêts sociétaux. On peut permettre à des gens, dans nos territoires, de mettre davantage de beurre dans leurs épinards en construisant mieux. Et c'est un vrai sujet de cohésion nationale, je pense. Merci Thibaut. Inde. Oui, je vais juste rebondir. C'est un commentaire. Merci d'avoir donné déjà des chiffres par rapport au territoire. Et je reviendrai juste sur la rénovation par l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup. On a un grand projet sur lequel on travaille pour accélérer justement cette rénovation. Et une des difficultés aujourd'hui, c'est le principe constructif. En fait, il faut qu'on travaille aussi sur les principes constructifs qu'on va mettre en œuvre parce que c'est des panneaux qui restent lourds, qui nécessitent finalement des outils de levage, etc. Et donc, il y a un travail à faire pour aller encore plus loin dans cette direction. Donc ça, c'est important. Le deuxième point par rapport à l'ONF, et justement quand on parle de la structuration finalement du bois, d'œuvres, etc., c'est qu'une des difficultés moi je viens du monde, on va dire, manufacturier, acier, etc., de la structuration de la chaîne logistique, on a des produits qui sont connus, qui ont une qualité maîtrisable, etc. Là, c'est vraiment on a toujours de la coproduction, en fait. Donc quand je pense construction, je dois penser aux autres filières, en particulier l'énergie bois, par exemple. Il faut qu'on pense que finalement le bois, il est au bon usage. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la réponse qu'on a aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre. Le bon produit pour le bon usage et sans cette notion de projection sur plusieurs horizons, comme le modèle que j'avais cité tout à l'heure, ça serait quand même quelque chose de compliqué. Je reviendrai juste sur peut-être pour votre remarque, c'était le caractère incitatif en fait. Aujourd'hui, quand je regarde les modèles, on va dire d'ailleurs, à chaque fois, pourquoi ça marche ailleurs et pourquoi ça marche pas à nous. Ce qui est sûr, c'est par exemple pour le BIM, l'élément ou un des éléments d'accélération de l'adoption, ça serait vraiment caractère incitatif public pour l'offre publique, etc. Il faut imposer tous ces éléments. Malheureusement, ça passe. C'est un levier comme un autre, mais c'est un vrai levier. Mathieu, le mot de la fin, si vous voulez. En combien de temps ? 1 heure, pas plus ? Non. Merci de me redonner la parole. Sur l'usage du bois en seconde œuvre, je ne suis pas forcément très compétent, mais simplement pour vous faire connaître qu'il y a plusieurs projets de R&D dans nos territoires, région Grand Est et plus particulièrement autour d'ici, sur l'usage des bois locaux en extérieur avec des procédés de transformation qui ne convoquent pas de chimie ou de produits qu'on peut ne pas souhaiter voir dans son bâtiment ou dans son chantier. Alors ça, c'est de la R&D, donc ça ne répond pas à la question du prix, mais il y a des efforts qui sont faits là-dessus et qui vont nous sortir des nouvelles solutions. Et puis peut-être une autre piste, c'est le fait de pouvoir embarquer le second œuvre dans la préfabrication.
notamment la préfabrication hors site, pardon, parce que là c'est un levier de commande entre guillemets. Si c'est difficile aujourd'hui pour des raisons X, Y, de prix, etc., de faire décider un maître d'ouvrage sur ses fenêtres en bois plutôt qu'en PVC, par contre quand on lui fait un paquet de préfabrication structurelle pour voilà, une opération collective, c'est un peu plus facile, et en plus ça crée des volumes, donc c'est plus facile aussi pour l'entrepreneur de fournir X modules avec de la fenêtre bois qui en plus aura un dimensionnement un peu standardisé. Donc bon, c'est juste des pistes. Navré de ne pas avoir fait la liste de toutes les vertus du bois dans la construction, et merci de l'avoir complété. Certains poussent même jusqu'à la notion de bien-être. On en parlait tout à l'heure à propos du Lidl, où on a l'impression d'être dans la forêt quand on fait son shopping grâce à cette bonne odeur et tous ces terpènes qui nous ouvrent les pupilles. Certains vont jusque-là, donc il y a des choses aussi à surveiller là-dessus. Mais le bien-être dans un bâtiment bois, ultime argument. Départemental des Vosges dit que les élèves sont plus calmes dans ces collèges en bois. Encore un de plus. Bon, c'est peut-être un fantasme. Donc la liste est longue, mais je pense qu'on est plus forcément au moment, et peut-être ça fera la transition avec la question du volontarisme des maîtres d'ouvrage. Moi, presque volontairement, je m'engage plus à faire toute la liste du plaidoyer pour le bois ou à parler de tous les bâtiments démonstrateurs formidables, etc. Parce que ça y est, quoi, il y en a plein. On va pas se dire en permanence l'école de Taron. Voilà, on est ravis d'en parler à chaque fois, mais ça y est, il y en a plein. On n'est plus dans les démonstrateurs là aujourd'hui, et puis l'argumentaire est là, donc venez si vous voulez. En fait, on est là, le job est fait. Embarquez dans l'aventure parce que c'est une belle aventure qui nous fait réfléchir autrement. Et puis feu. Et le volontarisme, oui, à tous les niveaux. Hein, vous l'avez bien dit, parce que là aussi, on attend que les décideurs politiques nous donnent un signal. On attend d'avoir une politique forestière nationale digne de ce nom. Ça fait déjà, moi, je suis fatigué alors que je suis sur le sujet depuis 5 ans seulement. Donc, j'ose pas penser aux confrères, notamment dans le monde de la forêt. Ça avance en fait, donc on peut que vous engager à nous rejoindre. Et effectivement, les acteurs privés, les entreprises ont aussi, même si c'est pas eux les décideurs, un rôle de prescription super important, voire de prescription discrète, parce que nous on a aussi quelques porteurs de projets qui intègrent du bois dans des solutions, mais qui ne marketent pas du bois et ses avantages, etc., qui vendent juste un beau bâtiment dans lequel on se sentira bien. Et puis en fait vous le saviez pas, mais c'est du bois dedans qui fait travailler les entreprises locales, qui financent la forêt, mais on n'est pas obligé de dérouler tout l'argumentaire marketing pour placer le bon matériau au bon endroit. Merci beaucoup. Une conclusion surprise, allez-y, je vous en prie, et après c'est terminé. Bonjour. S'il vous plaît, Monsieur Mathieu vient de parler d'Orsite et j'aimerais poser une question à M. Thibault par rapport au hors-site. Est-ce que vous avez intégré la construction hors-site dans vos chantiers, dans la filiale Arbonis, normalement, qui est la filiale bois de Vinci? Et s'il vous plaît, une deuxième question. Pour l'intégration du BIM, normalement, vous travaillez sur le BIM, sur Arbonis. Par rapport, peut-être que vous avez des sous-traitants qui sont spécialisés dans le bois. Donc, comment cela se passe, l'intégration BIM avec ces sous-traitants qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas une grande maturité par rapport au BIM? Donc, voilà. Je vous remercie. Tu as 10 secondes, Thibault. Ah bah avec des questions comme ça, non, là, je peux durer 1 heure. Merci déjà d'avoir mis la lumière sur Arbonis, qui est la filiale de construction bois du groupe Vinci. C'est ce que vous disiez, les entreprises privées doivent aussi y croire et pas seulement attendre que les pouvoirs publics bougent. Et ben chez Vinci, on a grandi par croissance externe et donc on a racheté 2 anciens fabricants de lamellés collés, donc Fargeau et Caillot, dans le 49 et dans le 71, depuis plus de 20 ans. Le groupe croit au bois depuis plus de 20 ans et à la différence de nos confrères qui ont plein de qualités aussi, on est constructeur. On achète du CLT, on achète des produits de seconde transformation, on les met en œuvre, mais on est aussi producteur, on a des usines de lamellés collés, et c'est à ce titre-là qu'on a l'occasion d'aller en Syrie pour non pas acheter simplement un produit fini, mais de la matière première.
et participer à la structuration de certains labels comme Bois de France, etc., pour réduire la part des bois d'importation dans des produits d'ingénierie français. Fabriquer des produits d'ingénierie en France, c'est très bien, et on essaye aussi de fabriquer des produits d'ingénierie en France avec du bois français, pour maximiser notre impact sur les territoires. Donc merci d'avoir parlé d'Arbonis. Et deuxièmement, historiquement, Arbonis réalisait les chantiers bois du groupe. Quand on parlait de bois chez Vinci, on appelait Arbonis. Aujourd'hui, Arbonis est beaucoup plus un centre d'expertise et une filiale à part entière, qui doit gagner sa vie comme toutes les autres, et qu'on va évidemment solliciter lorsque ses compétences sont nécessaires, et surtout lorsqu'on remplit nos usines de lamellé-collé. Des grands projets où il n'y a que du CLT, des murs à ossature bois, on ne consultera pas cette filiale-là parce que son objectif premier, c'est de remplir ses usines avec ce qu'elle fabrique. Et donc aujourd'hui, on essaye de décentrer le sujet. Arbonis, c'est le pôle d'expertise bois de chez Vinci, sauf qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de chantiers neufs, on a de moins en moins de béton sur les chantiers neufs. Qu'est-ce qu'on fait des 20 000 autres collaborateurs qui jusque-là ne savaient que couler du béton, pour la grande majorité d'entre eux? Donc on a monté une cellule en centrale pour faire migrer toutes ces filiales-là, de l'ingénierie au parc matériel, à la pose, aux achats, au commerce, à la communication, pour qu'ils s'approprient ce sujet du bois. Merci. Et pour casser un petit peu cette opposition des matériaux. Merci Thibaut.